Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et à l'instant, eh bien, il est temps de recevoir sur notre plateau Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle Philippe que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien. Philippe, depuis plusieurs mois maintenant, on assiste à une chute, voire une chute très importante sur le marché des matières premières, que ce soit les matières premières agricoles ou les métaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement à la baisse alors que tout le monde pensait que c'était plutôt le contraire, notamment sur les matières premières agricoles? Comment vous l'expliquez? Bon, une image, le soufflet retombe. N'oublions pas qu'à partir du 23 février dernier, des sommes considérables se désengagent, se désinvestissent des actions. On a un krach obligataire qui a commencé en décembre, donc là aussi des flux sortants absolument gigantesques. Et quelle était la bonne idée d'investissement fin 2021, avant même la guerre en Ukraine? C'était, regardez le pétrole, il est déjà à plus 60%, il casse des seuils de résistance majeurs, donc on s'en va sur le pétrole, puis on s'en va sur le gaz, et puis de proche en proche, tous les métaux industriels se mettent eux aussi à casser des résistances majeures. L'indice CRB franchit également un plus haut de 5 ans. Voilà, donc le signal est donné, et il y a une quantité d'argent disponible absolument gigantesque qui fuit les produits obligataires avec des taux qui se tendent à la vitesse grand V. Et puis arrive ensuite, bien sûr, la guerre, le conflit, et puis on se dit qu'on va, on va mettre en embargo sur tout ce dont on a le besoin le plus absolu en Europe, puisqu'on n'a évidemment ni matières premières ni énergie, et on décide de mettre l'embargo sur ce qui est le plus vital. Bon, forcément, il y a un moment, on se dit, il n'y a pas d'autre trade que d'aller sur le pétrole, sur le platine, sur le blé, et le cuivre, bien sûr. Alors, le blé, c'est une autre question, mais qui est effectivement vitale, là, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que là, on ne joue pas seulement avec de l'argent, avec des contrats à terme sur le pétrole. Là, avec le blé, on joue avec la vie des gens. C'est ça, mais vous avez raison. Donc, effectivement, sur les métaux, on a le zinc, le nickel, l'aluminium, et surtout le cuivre. Et le cuivre, alors effectivement, qu'on retrouve notamment dans les constructions immobilières, on va en parler dans un instant, mais donc du coup, ça explique la hausse jusqu'à, je dirais, début avril, mi-avril, mais depuis mi-avril, on assiste à un reflux. Et depuis mi-avril, quand on écoute bien la Fed, c'est, bon, s'il faut en passer par une récession pour triompher de l'inflation, on le fera. Voilà. Pardon ? Vous avez dit récession. D'un seul coup, l'espèce de montée à la verticale de toutes les commodities, d'un seul coup, ça s'arrête. On se dit, mais où est-ce qu'on va en fait ? La demande, elle sera comment là, fin 2022 ? Elle sera comment en 2023 avec des taux à 3,5 et d'un seul coup, c'est la logique macro qui s'impose, c'est que forcément la demande risque temporairement d'être un peu contrainte, et puis surtout, on a multiplié le prix du gaz par 5, on a multiplié le prix du pétrole par 3. Donc à un moment, on se dit, ça y est quoi. On est peut-être arrivé au bout du potentiel de hausse de toutes ces matières premières. Mais ça, fondamentalement, je tiens à le dire, le nickel, le cobalt, le palladium et tout ce dont on a besoin pour les véhicules électriques, pour l'électronique, etc., la demande, elle est structurellement beaucoup plus forte que ce qui sera extrait du sol au cours des 3 prochaines années. Donc là, on a
une hausse un peu folle, derrière une correction impulsive, mais les fondamentaux reprendront le dessus. Pour vous, c'est une correction impulsive, du coup, les moins 30% sur quasiment l'ensemble des matières premières, qu'elles soient agricoles ou des métaux, c'est impulsif, du coup, c'est une respiration. Alors, agricoles, je ne sais pas, tout va dépendre de la façon dont le blé sort de Russie, sort d'Ukraine pour aller vers la clientèle Maghreb, Afrique, on verra bien. En tout cas, sur les métaux, vous dites que c'est impulsif, donc. Oui. C'est impulsif, donc c'est pas annonciateur d'une récession. Cette correction, je l'ai dit, est justifiée par l'anticipation d'une récession qui peut durer jusque peut-être 2023. Pourquoi pas? Enfin, les précédentes corrections majeures, 2002, 2003, 2007, 2008, il y a eu des trous d'activité qui ont duré, ça dure plus d'1 an en général, le temps que les banques centrales sortent un nouveau lapin de leur chapeau. Donc on peut imaginer que jusqu'à la mi-2023, on pourrait être dans un raisonnement et dans une anticipation de récession. Le marché n'achète que des anticipations, il n'achète pas vraiment le présent. Voilà. Bon, le présent, c'est par exemple les Norvégiens qui étaient en grève, qui sortaient plus de gaz, de pétrole. Voilà, ils ont obtenu satisfaction et la production a repris. Vous avez vu l'impact que ça a eu sur le pétrole immédiatement. C'est quand même moins 15, moins 15 en 48 heures. Voilà, donc il suffisait d'un catalyseur en fait pour que d'un seul coup, tous ceux qui espéraient encore de l'upside se disent non, mais là, le mouvement est terminé. Donc vous avez d'un seul coup toute une accumulation peut-être de positions spéculatives qui là aussi d'un seul coup se retrouvent détruites par le fait que vous étiez trop leveragé et que les appels de marge arrivent et que là il faut tout liquider. Vous parlez de destruction, on va parler à la destruction de l'euro par rapport au dollar, le dollar qui atteint ses plus bas historiques, quasiment ses plus bas depuis 20 ans. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est simplement le jeu, la dichotomie entre les modèles économiques, politiques, budgétaires américains et européens? Il est certain que les États-Unis sont toujours un petit peu en avance d'un cycle. Maintenant, de façon très très concrète, le 28 juillet prochain, la Fed va remettre un tour de vis de 75 points sur les taux. Ils vont franchir la barre des 2%. En Europe, on est toujours à moins 0,50 pour les prises en pension spéciale et on est toujours à 0. Voilà, c'est tout. Il y a un différentiel de rémunération de 200 points entre l'euro et le dollar, plus le sentiment que la récession va nous frapper beaucoup plus durement que les États-Unis, qui n'auront jamais de pétrole, qui n'auront jamais de problème d'approvisionnement pétrole, ni en GNL, qui n'ont pas tant de matières premières que ça, mais qui en ont quand même beaucoup. En tout cas, ils ne vont pas manquer de matières premières agricoles. Ils ont du charbon, si jamais il y avait besoin. Enfin, nous, on n'a rien. On n'a rien et on a décidé de couper nos approvisionnements les plus bons marchés. Voilà. Donc forcément, on va avoir une récession, de l'inflation. Si en plus de ça, la devise est la moins bien rémunérée de toutes, puisque si vous prenez même le yuan, il est rémunéré à plus de 3%. Le 10 ans américain, c'est 2,80 et l'euro, c'est 0. Bon, voilà. Donc du coup, on parle de retour de la guerre des monnaies. C'est ce qu'on peut. Vous parlez du yuan, on peut parler du yen, etc. Alors, le yen est à 0 aussi. Voilà. Donc, mais est-ce que théoriquement, est-ce que on va arriver à cette guerre des monnaies et qui finalement pourrait avoir un impact sur les entreprises finalement? Alors, pour des entreprises exportatrices et qui font la majorité de leur chiffre d'affaires en dollars. La situation n'est pas dramatique du tout. Si vous vous appelez Hermès, LVMH, Gucci, tout va bien, vous vendez en dollars. Bon. Si vous exportez des produits depuis l'Europe, ce qui est le cas de l'Allemagne, un euro faible, c'est aussi un gain de compétitivité par rapport à la Chine, à la Corée, au Japon. Donc qui c'est qui a ouvert le feu justement sur cette histoire de guerre des monnaies? C'est quand même le Japon. Avec des déclarations, je ne sais pas, extrêmement agressives, mais qui sont sans ambiguïté.
les taux au Japon vont rester non plus entre 0 et 0,10, mais entre 0 et 0,25. Mais comme on était déjà à 0,25, quand la Banque centrale du Japon a annoncé ça, on a compris qu'ils allaient détruire le yen. Ben là, c'est fait. Le yen, il a perdu un tiers de sa valeur en un an par rapport au dollar. L'euro, seulement 15%. Voilà. Donc oui, le Japon, lui, est dans une vraie logique de guerre des monnaies. Et l'impact de la chute de l'euro sur le pouvoir d'achat, qui est le thème aujourd'hui, sachant que 40% des produits importés sont facturés en dollars, donc va y avoir est-ce qu'il y aura un impact? Il y en a déjà indiscutablement. Voilà. L'autre impact, pour tous les Français qui vont partir en vacances, l'hôtel à Miami il coûte 15% plus cher que l'année dernière et le prix de la chambre n'a pas changé. Voilà, la location de la voiture, là par contre, ça explose. Et puis avec le prix de l'essence. Voilà. Donc oui, on le voit tous. Oui, ça va avoir un impact. Il ne faut pas oublier que la mission première de la Banque centrale, c'est écrit dans ses statuts, c'est la première ligne juste en dessous de « Je m'appelle la BCE », c'est « Je suis censé garantir la stabilité de la devise ». La stabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la stabilité du pouvoir d'achat associé à cette devise. Donc là, clairement, la BCE a laissé tomber cette mission et je ne sais pas quel est le but qu'elle poursuit aujourd'hui. Je crois que la BCE aujourd'hui, elle s'en remet à une sorte de pensée magique. Ce que fait la Fed, finalement, va suffire pour juguler l'inflation et nous, finalement, on n'aura pas besoin de lever le petit doigt. Et ça tombe bien parce que de toute façon, on est incapable, enfin les États sont incapables de faire face à des taux qui seraient, par exemple, à 1,5. La masse d'endettement avec un coût de la dette de 1,5, c'est insupportable. Ça l'est pour l'Italie, on le voit bien. Oui, c'est ça serait pour les pays du Sud, mais ça ne serait pas pour les pays du Nord, finalement. Enfin, on revient de toute façon à ce problème de base de la BCE, qui est cette fragmentation étatique, finalement. Oui, et là, il y a une petite phrase, je ne sais pas si on en mesure la portée. L'Allemagne a dit qu'elle ne veut plus participer à cette espèce de mutualisation des risques. Elle ne veut pas participer, par exemple, au sauvetage de l'Italie. Et puis, ça fait 10 ans que les Allemands disent ça. Oui, mais là, ça a été dit très, très clairement par le nouveau patron de la Bundesbank. Donc, la martingale ou la grosse ficelle qui consistait pour la BCE à vendre des Bund allemands pour pouvoir acheter de la dette italienne. Alors déjà que les Allemands ne sont pas d'accord pour mutualiser le risque à l'échelon européen, mais si en plus de ça, vous faites monter les taux en Allemagne en vendant les Bund pour acheter en face de la dette italienne, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense pas bien. Oui, sachant qu'ils ont débloqué 100 milliards pour leur armée, il va falloir faire un petit peu attention. Je rigole, évidemment. Juste, on va basculer sur l'immobilier. L'immobilier aux États-Unis. L'immobilier qui est un indicateur de la bonne santé ou non de l'économie mondiale. Aux États-Unis, les dernières stats vont dans les deux sens. On a les ventes de logements anciens qui baissent, on a les ventes de logements neufs qui augmentent. Comment est-ce qu'on explique cette différence de mouvement et est-ce que, selon vous, si on l'applique au modèle français notamment, c'est annonciateur pareil d'un repli de la croissance? Alors, l'immobilier en général et aux États-Unis en particulier, c'est un des grands précurseurs de la vraie tendance de fond de l'économie. Parce que tous les métiers liés à l'immobilier ne sont pas délocalisables. Vous ne pouvez pas d'un seul coup, du jour au lendemain, décider que votre équipe de programmeurs ou d'ingénieurs, vous allez les délocaliser à Bangalore. Donc là, on parle de la vraie économie avec des vrais gens qui travaillent, qui sont dans la construction. Il y a tout le BTP annexe, c'est-à-dire l'adduction d'eau, d'électricité. L'immobilier fait vraiment travailler les gens
mais par millions, je dirais même peut-être par dizaines de millions. Si d'un seul coup la construction ralentit, là, dans la vraie vie, là, d'un seul coup, la croissance s'arrête pour de bon. Or là, il y a un effet de ciseau qui se manifeste pour l'immobilier américain qui n'est pas ce que nous connaissons en France. C'est qu'on a d'abord une forte montée des taux, c'est-à-dire qu'un emprunt hypothécaire à 20 ans, ça coûtait 300 points de base au 20 décembre dernier, ça en coûte aujourd'hui plus de 600. Enfin, on est revenu un tout petit peu en dessous, mais néanmoins, c'est un doublement en l'espace de 7 mois, c'est juste énorme. Pour dire, vous achetez une maison de 5 pièces, là, avec la hausse des taux, vous avez perdu pratiquement 3 chambres au premier étage. Voilà, c'est pour vous dire, voilà l'impact de la hausse des taux sur le pouvoir d'achat des Américains. Alors qu'est-ce que font des gens qui ne peuvent plus toucher une maison ou un logement à 500 000 $ et plus, et ils vont regarder du côté des biens un peu moins chers, à surface égale, donc ils vont regarder dans l'ancien. C'est pour ça que d'un seul coup, ça vient de bloquer fortement sur le neuf. On continue d'avoir un petit peu de transactions dans l'ancien. Et puis alors là, il y a un autre phénomène qui se manifeste, et qui est, là aussi, il faut l'entendre. Alors, tous les biens à 500 000, 1 million, 2 millions de dollars, ça part comme des petits pains. Pas de problème. Pourquoi ? Parce que les acheteurs, ils sont largement solvables. Quand vous allez acheter un penthouse à Miami à 1 million de dollars, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes peut-être même pas forcé d'emprunter. Enfin, vous empruntez pour des raisons X ou Y, parce que peut-être que fiscalement, ça présente un avantage, mais il n'y a pas de souci. Là où on voit vraiment de gros problèmes, c'est pour des gens qui achètent un petit appartement ou une maison un petit peu loin de la métropole à 200, 250 000 $. Bah, avec la hausse des taux qu'on a depuis le début de l'année, le bien à 220 000 $, aujourd'hui, c'est comme si vous achetiez un bien pratiquement à 300 000 $. Bah, ça passe pas. Non, donc, c'est surtout sur les petits biens que les transactions échouent parce que d'un seul coup, ça bloque au niveau de la banque, ça bloque au niveau du prêt. Donc, des gens qui ont des très très gros patrimoines et des beaux moyens continuent de chercher un peu refuge dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, le haut de gamme continue de grimper. À Paris, c'est pareil. C'est le très haut de gamme qui s'enflamme, et puis ça commence à baisser, porte de la Chapelle, porte de Clignancourt. On sait bien pourquoi. Et ce phénomène, je pense que l'insécurité, la saleté, le bruit, tout ça... c'est pas vendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, en pratique, ils n'ont plus vraiment envie d'y habiter. Voilà. On faisait une sorte d'investissement en se disant, voilà, j'achète dans Paris. Là, d'un seul coup, on revient à la réalité. Et le retour au réel, souvent, est complexe. Par contre, en France, on n'est pas victime de l'effet de ciseau, hausse de l'immobilier et hausse forte du coût du crédit. Puisque finalement, sur 20 ans, on est passé de 1 à 1,10 pour les meilleurs dossiers à 1,70. Historiquement, 1,70, ça reste encore un taux fantastiquement favorable. Depuis le 1er janvier 2000, depuis qu'on a l'euro, regardez l'historique du coût moyen d'un emprunt. On se situe au-delà de 3, on est à la moitié. Franchement, on peut encore emprunter. Et le taux d'usure qui est passé à 2,3 au 1er janvier, c'est suffisant ? Totalement insuffisant. Alors là aussi, on se dit, mais ou alors c'est fait exprès. De toute façon, parce que le gouvernement et la Banque centrale ont décidé qu'il fallait freiner l'activité dans l'immobilier. Donc, on empêche les gens d'emprunter. Ou plutôt, on empêche les banques de prêter. Puisque 1,80 plus les frais d'assurance, vous arrivez au-delà de 2,30, voire de 40. Mais il y a des dizaines de milliers de dossiers d'un seul coup qui passent plus parce que le petit delta sur les taux fait que d'un seul coup, le coût global de l'emprunt a passé cette barre fatidique des 2,30 ou des 2,40. Mais c'est d'une imbécilité remarquable. Il faudrait les monter à combien selon vous ?
Enfin, il faudrait qu'il soit combien? Il faudrait qu'il y ait un système d'indexation, c'est-à-dire que si les taux prennent 50 points, le taux d'usure en prend au minimum 45. Peut-être pas complètement être devant la courbe, mais plutôt un tout petit peu derrière, pour que ça reste quand même un petit peu contraignant. Mais là, on est en train de faire échouer des tas d'achats immobiliers pour une raison d'une stupidité absolument vertigineuse. La raison, c'est laquelle? C'est que, justement, ce taux d'usure ne s'ajuste pas à la hausse des taux. Il y a des milliers d'emprunteurs qui sont parfaitement solvables, qui ont un reste à vivre de 70-75%, et leur prêt ne passe pas parce qu'on est bloqué par cette espèce d'imbécilité. Alors là, je dirais typiquement française. En France, on a ce don extraordinaire pour se tirer une balle dans le pied. Et quand on est dans l'erreur pour ne pas corriger le tir, c'est fantastique. Quand on se trompe en France, on va jusqu'au bout de la connerie. Parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a mal conçu au départ. Non, on est géniaux. Donc quand ça se passe mal, c'est que le réel est con. C'est pas des dirigeants. Voilà. Et c'est pas l'administration. C'est le réel qui a tort. Ok, le réel a tort. C'est là-dessus, Philippe, qu'on va se quitter. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien. On marque une toute dernière pause et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.